Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a effectué récemment une tournée dans les régions de l'intérieur. Objectif, faire le point sur l'état d'avancement du processus de la décentralisation, mais également s'enquérir de la situation des populations vivant dans les régions. Ces derniers ont eu donc l'opportunité de rencontrer les membres du gouvernement et de faire part de leur doléance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour faire le point sur cette tournée et globalement sur la décentralisation, nous recevons cette semaine le ministre délégué à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors, une première question avant d'entamer le sujet qui nous concerne, l'actualité dominante cette semaine, c'est bien entendu la célébration de la journée mondiale de l'alimentation à laquelle vous avez participé. Quelle importance revêt pour vous cette journée? Effectivement, à l'instar du monde entier, la République de Djibouti aussi à son tour a commémoré cette journée intitulée Journée mondiale de l'alimentation à Douda, dans la localité de Douda, qui est la préfecture de la région d'Arta. En cette occasion, l'événement a été célébré sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et par la suite, à travers le ministère de l'Agriculture, en collaboration avec la FAO. En cette occasion, le ministère de l'Agriculture aussi a exposé tous les efforts qu'ils ont fournis dans ce sens pour lutter contre la pauvreté, à savoir, dans cette occasion, il y avait le coopératif de pêche qui ont un petit peu exposé leurs poissons. Il y avait aussi les agriculteurs, aussi les agro-éleveurs. En tout cas, le message principal à retenir, lutter contre la faim, ce n'est pas une fatalité, mais ça demande des efforts progressifs, des efforts conjugués en fonction des régions. Par exemple, il y a des régions où la communauté vivait uniquement de l'élevage, mais aujourd'hui, avec la pluviométrie qui est faible et l'écosystème fragilisé, et après, il y a une question qui vient, le comment faire. Est-ce qu'il faut qu'on continue de conduire nos cheptels comme on faisait auparavant nos ancêtres, ou bien adapter au contexte? Par exemple, un petit périmètre agricole, un petit effectif de cheptels, et par la suite faire à côté des fourrages, et un petit jardin où aussi tu peux un petit peu pousser les tomates, les oignons, etc. Un petit peu, ceci demande que ce soit au niveau de la technologie, que ce soit au niveau des éleveurs et les agriculteurs traditionnels, que ce soit au niveau des pêcheurs qui pêchaient d'une façon artisanale. Ça demande une transformation de fonds pour un petit peu s'adapter progressivement. Et ceci aussi demande une coordination de plusieurs départements, mais surtout particulièrement le ministère de l'Agriculture de l'eau, également le ministère des Affaires sociales et le ministère de la décentralisation. On espère avancer dans ce sens. En parlant justement de la décentralisation, vous avez récemment effectué des tournées dans les régions de l'intérieur. Quel constat avez-vous justement relevé à partir de contacts que vous aviez avec la population? Bien sûr, effectivement, sous recommandation du président de la République et sous le leadership du Premier ministre, et avec une forte délégation gouvernementale et les parlementaires, on a effectué les tournées, effectivement, dans 5 régions. Notre thème central, c'était la décentralisation. L'occasion, c'était un peu pour faire un petit revue à mi-parcours de l'état d'avancement de la décentralisation, d'une part sur l'évolution des déploiements des services de l'État qui est déconcentration, et d'autre part les transferts de pouvoir vers les collectivités territoriales. Et en cette occasion aussi, en marge de cette tournée, on n'a pas épargné aussi de rencontres, bien sûr, les éleveurs, les sages, les chefs des quartiers, ils sont aussi concernés par cette question, même si
d'une façon classique, ils ne comprennent pas cette réforme, mais ils sont concernés parce que la finalité finale, et ce sont les futurs bénéficiaires de cette question. Et quand même, on a constaté qu'il y a un engouement, et nos concitoyens, ils ont manifesté vraiment à ce qu'ils souhaitent la décentralisation rapidement un petit peu améliore leurs conditions d'existence et leurs conditions de vie. C'est-à-dire toujours en multipliant les rapprochements de services aux administrés et de leur fournir surtout le service de qualité. Et surtout, aujourd'hui, il y a eu des avancées. Ils ont apprécié l'avancée, mais ils nous ont montré toujours qu'ils ont l'engouement qu'on aille dans ce sens, parce que la finalité, c'est aujourd'hui, s'il y a des alertes qui viennent des zones rurales ou des sous-préfectures, une demande qui arrive vers le chef-lieu, ce que nos concitoyens souhaitent, leur demande doit être, pratiquement leur quotidien doit être traité et avoir des premiers éléments de réponse au niveau des chefs-lieux, non seulement d'attendre tout de la capitale. Et surtout, les débats tournés autour de la qualité des services et les rapprochements de l'administré et l'administration, et surtout la consolidation des services déconcentrés. Et bien entendu, depuis la mise en place du ministère, il y a un certain nombre de réalisations qui ont été faites. On parle bien entendu des épreuves des examens ou de la fiscalité qui ont été installées au niveau des régions. La fiscalité et les épreuves ont été d'ailleurs placées sous la supervision de votre département. Quel bilan avez-vous tiré justement depuis ces réalisations? Bien sûr, il y a eu des réalisations. Tout d'abord, nos départements, depuis que j'ai pris la tête de ces départements, il fallait un petit peu, on ne pouvait pas fermer quand même avant d'ouvrir un nouveau chapitre. On ne pouvait pas aussi, il fallait qu'on jette un peu un coup d'œil les chapitres du passé. Pourquoi? Parce qu'à la lumière des leçons du passé, il fallait un petit peu ramener un certain nombre de corrections pour un petit peu décoller d'une façon méthodique. Et pour cela, tout d'abord, nos départements ont mené un diagnostic. Sur la base de ces diagnostics qu'on a menés sans complaisance, on a mis en place une stratégie. Et une stratégie qui est sortie d'un bon diagnostic. Par la suite, on a mis en place une feuille de route assortie d'un plan d'action triennal. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train d'opérer à l'intérieur de cette feuille de route. Si je reviens un petit peu précisément à ton question, principalement, c'est vrai, les trois départements, ils ont vite compris l'intérêt d'accompagner la décentralisation. Le ministère du Budget, par exemple, si on parle de la fiscalité locale, aujourd'hui, la fiscalité locale est devenue une réalité. Pourquoi? Parce qu'au début, on a mené des ateliers, des rencontres avec les conseils régionaux, les préfectures et l'équipe du ministère du Budget pour un petit peu faire un inventaire des potentiels qui existent dans chaque région. À partir de là, il fallait un petit peu négocier avec le ministère du Budget sur la loi des finances 2017 et 2018, quels sont les types de taxes qui peuvent être rétrocédables pour la région. Et après avoir fixé cette étape, et ceci a été traduit sur la loi des finances 2017-2018, par la suite, le ministère du Budget a installé les responsables des impôts dans la région. Aujourd'hui, le prélèvement se passe dans chaque région et les bureaux sont installés et il y a un rôle à la fin à faire. Le recouvrement est signé avec le président du conseil régional. À l'heure actuelle dont je communique avec vous, chaque élu régionaux, généralement et particulièrement le président du conseil régional de la région par rapport à la fiscalité locale, il connaît les recettes qui ont été collectées par ces services. Pourquoi? Il y a carrément une compte de région qui a été ouverte et il pose la signature sur ce versement. Et la finalité, c'est quoi? Une fois qu'on a dit la fiscalité locale, c'est que les créatures qui vont partir au trésor. Mais l'argent collecté et l'argent injecté par le contribuable de la région va rester dans cette région pour le reverser
au développement, pour l'utiliser au développement de cette même région. Si par exemple, je te prends l'exemple d'Ali Sébié, si par exemple un budget de la hauteur de la semaine dernière, il parlait on a constaté qu'ils étaient aux collectes à peu près autour de plus ou moins de 10 millions à 8 millions approximativement. Nécessairement aujourd'hui, ce qu'on attend en fin de l'année, entre-temps, les deux ministères vont mettre en place le mode de gestion de cet argent. Quand il s'agit de l'argent aussi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser comme on veut, mais un mécanisme purement comptable, on va mettre en place ensemble, mais quand même, cet argent va être réutilisé aux intérêts généraux de cette région. L'avantage, par exemple, aujourd'hui, un natif d'Ali Sébié ou de Tadjoura ou d'Arta ou d'Obok, si il paye les taxes foncières, et par exemple, s'il a un titre foncier, s'il a une boutique, l'avantage, c'est un natif, le contribuable, il est natif de cette région. L'impôt que lui-même a donné va être réutilisé au développement de sa propre région. D'habitude, tout ce qu'on prélevait de la région, c'est versé au trésor. Dans l'investissement global, on utilisait à de bonnes fins pour le pays, mais il n'y avait rien qui exigeait au jour d'aujourd'hui qu'on utilise spécifiquement à l'intérêt de cette propre région. Mais l'avantage, c'est qu'il a ramené maintenant la décentralisation à travers la fiscalité locale, ce qui va ramener, c'est ça. On espère qu'on va aller dans ce sens. Le schéma est long et c'est un travail qui demande du patience et la contribution de l'ensemble. Et par contre, dans le aussi par rapport aux épreuves. Voilà. Par contre, si je un petit peu penche sur le domaine de l'éducation et sociale, le ministère de l'éducation, on lui remercie, son cabinet et lui, dès le début, ils ont compris, dès qu'on les a approchés, cette stratégie. Et, par exemple, l'OTI, les passages d'examen et la correction des brevets, et même la remise des diplômes de baccalauréat, tous les enfants des régions, lorsqu'ils obtenaient leur diplôme, systématiquement ils descendaient pour avoir leur diplôme à Djibouti-Ville. Il fallait qu'ils participent à cette cérémonie nationale qu'on commémorait auparavant uniquement dans la capitale, qu'on organisait dans la capitale. Mais aujourd'hui, chaque région a sa propre cérémonie. Les enfants natifs, par exemple de Dukil, à l'instar de toutes les régions, la remise, ils reçoivent leur diplôme dans la région. L'avantage, leurs parents, leurs amis, leurs familles entières assistent sans payer les transports. C'est dans leurs environnements. Ça incite une concurrence loyale entre différentes régions. Par exemple, si il y a plus de scientifiques au sud et qu'il y a plus de scientifiques au nord, il y a la concurrence loyale qui se crée. Le nordiste dit pourquoi il y a plus de littéraires et qu'on n'a pas de scientifiques qu'il y a au sud. Le sud, il dit voilà, nous on doit être encore de bons littéraires comme le nord. Ça créait un engouement, la concurrence loyale, ça créait un environnement de compétition. Et par contre, au niveau des charges pour la famille qui suivait leurs enfants jusqu'à Djibouti, c'est une réduction des distances. Ça va toujours dans l'esprit des rapprochements. Pour des corrections, des examens par exemple de l'OTI, les brevets, un enfant, par exemple natif de Dora ou bien de Yoboki, quand il passait l'examen à Djibouti, déjà, il se déplace de son village natal vers Djibouti, c'est un environnement différent. Il y a de l'extress, la frustration, l'environnement. Et auparavant, c'est un garçon brillant, mais tout ceci a un impact sur lui. Mais quand il passe les choses dans son environnement, dans des salles qu'il a vécues tout son passage, et dans le milieu, dans l'environnement, en sortant de sa maison, il part vers quelques mètres des centres d'examen, il est déjà éveillé pour ramener une note très brillante. Donc, un petit peu, ça soulage tout d'abord le candidat. De côté économique, ça soulage aussi sa famille, qui devait suivre ses garçons jusqu'aux clôtures d'examen. Il fallait les transports à payer, il fallait chercher la famille avec laquelle tu le loges. Si tu n'as pas une famille, il fallait l'accompagner d'une autre manière. Si tu trouves une famille lointaine à loger, mais aussi il faut que tu donnes quelques moyens pour qu'il se nourrisse.
les séjours d'examen. Donc, ceci aussi, ça contribue toujours à cet objectif. Et nous comptons encore aller plus loin. On espère un jour, il y a des étapes à fermer. Si les deux ministères, nous sommes en train de réfléchir un peu sur les logistiques, et la capacité et tout. Même un jour, voir les passages d'examen de baccalauréat dans la région. Parce que les choses, ça se fait par étapes. Aujourd'hui, c'est la remise des diplômes, les cérémonies. Mais après, on espère passer à l'étape de passage d'examen. Et après, correction. Mais ça demande, c'est quelque chose qui se fait par étapes. Par exemple, dans le domaine social. Aujourd'hui, le ministère des Affaires sociales, comme leur mandat, c'est une lutte, pratiquement lutte contre la pauvreté. 99% du travail qu'ils font dans la région, ils font en partenariat avec notre ministère. Tout ce qui est aspect ciblage, identification des zones rurales, le plus reculé, s'il faut faire une extension des zones, tous ces choix, ils font en partenariat avec notre ministère. Tout ce qui est aspect de recensement, sensibilisation des handicapés, recensement des handicapés, l'attribution des cartes passes qu'on donne pour les pauvres pour qu'ils se soignent. Dans toute cette animation, dans ces dynamiques, ils font tout avec nous. Donc tout ça, ça se fait dans l'esprit toujours de rapprocher l'administré et l'administration. Très bien. Vous disiez au tout début que autour de au cours de cette tournée, vous avez eu également contact avec la population locale, vous avez parlé d'éleveurs, des sages. Dites-nous un peu globalement les problèmes qui reviennent au niveau de toutes les régions. En fait, la question qui revenait progressivement dans chaque région, généralement, c'était surtout l'accès aux pistes et l'accès à l'eau. Mais quand on parle aujourd'hui de l'accès à l'eau, je peux comprendre toujours, parce que quand même le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Moi-même, j'étais dans ces programmes de résilience. Aujourd'hui, le nombre de forages sont multipliés. Le nombre de retenues d'excavation sont multipliés. Mais sachant que notre pays, maintenant, en fait, avec la pluviométrie très faible, avec le déficit hydrique, c'est normal, il y a beaucoup de forages qui font une défection parce que le coût de forage est cher. Il y a ce qu'on appelle l'étude géophysique, un coût. Après, tu peux échouer dans cette étude. Mais à travers ça, surtout, ils ont insisté un peu de multiplier l'effort de dépannage. Surtout ce qu'ils demandent maintenant, que ce soit pour l'eau ou autres services, les rapprochements des techniciens, même dans les sous-préfectures, quand ils ont des handicaps, quand ils constatent des difficultés ou des pannes quelque part, pour qu'on trouve une réponse rapide face à leurs alertes. Surtout, ils ont insisté à ce que le gouvernement déploie bien leurs services. Parce qu'on a constaté souvent, certes, beaucoup de ministères aujourd'hui, ils ont une volonté de déconcentrer leurs services et pratiquement 80% des services sont déconcentrés. Mais là où le bas blesse, tantôt il y a un problème d'effectif. Tantôt l'effectif est là, mais ils n'ont pas leurs moyens de bord. Ils ne sont pas véhiculés. Ils n'ont pas les outillages. Après, cette déconcentration, c'est une déconcentration très limitée. Il ne va pas nous éviter de pièges de toujours d'attendre les choses de la capitale. Parce qu'il faut que, quand un ministère donné déconcentre un service, il faut qu'il pense à les déconcentrer avec une feuille de route bien précise, avec un terme de référence bien précis, avec les moyens de bord bien précis, avec une dotation de carburant bien précis. Vous dites donc que ce n'est pas uniquement les locaux, mais il faut aussi les moyens à compter. Voilà, surtout aujourd'hui, quand on répertorie les services déconcentrés, je peux te dire que tous les ministères, ils ont une représentation dans la région. À part les deux ministères, l'éducation et la santé, c'est vrai, ce sont de vieilles ministères qui sont bien outillés. Et toujours, il y a des choses à améliorer au niveau de la qualité. Donc, on n'est pas arrivé à la fin du combat. Il y a des choses à améliorer. Mais quand même,
c'est bien normal, ils sont bien outillés. C'est quand même les deux grands ministères qui initialement sont installés. Mais le reste des services, ce n'est pas une mauvaise foi, mais ils sont installés. Mais l'effort, il y a beaucoup d'efforts à faire parce qu'on a constaté, quand on a posé des questions, tous les services pratiquement sont là. Mais après, quand on le demande, tu es véhiculé? Non. Est-ce que tu as ton moyen de bord? Non. Après, presque on dirait que c'est un cercle vicieux. Et systématiquement, c'est une surcharge sur l'État, sans pour autant de jouer vraiment un rôle d'appui aux collectivités locales. Et cette revue à mi-parcours est faite parce que l'occasion, en fait, l'essentiel, c'est de se ressaisir. Il y a eu quand même des avancées remarquables. Mais les anomalies, les handicaps qu'on a constatés maintenant, quand même, on doit le corriger pour qu'on puisse encore en faire une autre étape d'évaluation qualitative. D'accord. En parlant justement de moyens, pensez-vous qu'à ce jour, bon, on parle de processus de décentralisation maintenant depuis plusieurs années, mais toujours il y a la même question qui revient, la question des moyens. Est-ce que vous pensez qu'à ce jour, les conseils régionaux disposent des moyens financiers nécessaires pour faire correctement leur travail et participer, bien entendu, au développement de la région? Voilà, en fait, avant de venir à votre question, certes, ça se peut que le processus de centralisation n'avance pas au rythme souhaité, est un fait, mais surtout non plus aussi, on ne doit pas confondre vitesse et précipitation. Pourquoi? La décentralisation, avant tout, est un processus politique de longue haleine. Sa réussite ne se décrète pas, mais surtout, ça se fait étape par étape, en confrontation avec la réalité socio-économique, mais aussi et pesanteur bureaucratique et sociologique. Il faut surtout qu'on a ça dans notre esprit. Mais ceci aussi ne doit pas quand même nous inviter à l'immobilisme et de rester sur le mot processus. C'est vrai, c'est un process. Le process mérite à chaque fois commencer d'un bout, mais évaluer à un autre bout. Pour regarder le chemin que tu as parcouru, qu'est-ce qu'il y a reste à faire. Mais si nous, on dit, les années s'écoulent, et on dit, nous sommes dans un processus, et qu'on ne fait pas de progrès concret, étape par étape, d'une façon très pragmatique, c'est vrai qu'on va rester toujours dans l'immobilisme. Mais si je reviens au conseil à la question des moyens de conseils régionaux, sincèrement parlé, les conseils régionaux, aujourd'hui, ils sont un peu dans une limite d'une maigre moyenne de fonctionnement. Même c'est très limité pour le fonctionnement. Parce que pour les évaluer, pour les rendre assez crédibles devant la population qui les a élus, il faut qu'on pense à les doter d'un budget d'investissement. Et sur la base de ça, on peut les évaluer. Également aussi, c'est une des apports fondamentaux qui les crédibilise de plus en plus, de mieux en mieux, qui peuvent les crédibiliser de plus en plus et de mieux en mieux face aux populations qui les a élus. Voilà, parce que le gouvernement est lancé dans ce sens. Si on parle aujourd'hui de la fiscalité locale, c'est vrai, chaque région a sa propre potentiel. Quand on parle de la fiscalité locale, tout d'abord, on ne peut pas faire le même prélèvement au niveau des tailles ou bien au niveau des natures des taxes dans chaque région. Comme chaque région, il y a des régions qui ont des potentiels maritimes, il y a des régions qui sont des potentiels au niveau qui sont sur un axe de l'élevage. Il y a une région où il y a aussi, comme Arta, où tous les hauts fonctionnaires, comme un village festif construit, ils peuvent être plus avantageux dans les fonciers bâtis. Après, ça dépend des régions. Mais sachez qu'une fois qu'on a dit oui,
aux fiscalités locales et que ceci a été traduit en fait aujourd'hui et que les bureaux sont installés et que les comptes sont ouverts, même si nous sommes dans une phase en partie embryonnaire, sans être très très ambitieux, je peux vous dire que déjà, c'est une clin d'œil. Il faut que les élus comprennent qu'on les prépare aux autonomies financières. Encore, c'est un chapitre qui va les mieux crédibiliser face aux donateurs, aux partenaires. Voilà l'apport de l'État. Il y a des taxes qui sont rétrocédées pour la région. On travaille comme ça. Et j'espère, malgré, c'est vrai, les ressources sont limitées dans notre pays. Et nous sommes dans une économie des services. Il faut qu'on sache un peu rationaliser notre dépense. Mais quand même, j'ai dit aujourd'hui, l'État a fait un bon effort sur ce point, la décentralisation fiscale, et ceci dit décentralisation financière, mais il y a encore des schémas à parcourir. Les élus maintenant ne doivent pas se bloquer sur ça. Chaque élu doit réfléchir quels sont des potentiels qui existent dans les régions et qu'on peut toujours valoriser comme une taxe locale. Et il faut qu'elle nourrit le ministère du budget et le ministère de la décentralisation de cette idée pour que ceci aussi on réglemente. Par exemple, il y a aujourd'hui, quand on regarde la région d'Arta et Ouéa, 99% des constructions qui se font à Djibouti, l'extraction des sables, quand on regarde, les mélons basaltiques, les sables viennent de cette région. C'est des investisseurs ou de hauts fonctionnaires ou de commerçants qui construisent dans cette ville. Mais les matières premières viennent de la région d'Arta, de l'Issébié, tout comme pour la région de Tadjoura ou d'Obok. Pourquoi pas aussi réfléchir, taxer l'extraction des sables. Et doublement, ils seront avantageux. D'une part, si la zone où on fait une extraction des sables n'est pas bien délimitée, on risque de ramener pour ces lieux un déficit hydrique. Ce n'est pas bien aussi pour la protection de l'environnement. Et de l'autre côté aussi, si on taxe en mètre cube, c'est de l'argent, la région profite d'une matière première qu'on prend de la région. Il y a des usines qui se lancent. Maintenant, l'usine d'embouteillage à Dikil, à Tadjoura. Il y a dans la région d'Arta, au niveau de PK51. À l'Issébié, il y a la cimenterie. Il y a toutes ces usines aussi. Nous sommes en train de... Il faut qu'on réfléchisse aussi. Il faut qu'il y ait une partie d'apport reste dans la région. Et quand les investisseurs viennent dans la région, il faut qu'on pense un petit peu à ça. Très bien. On disait justement par rapport au mécanisme de contrôle, est-ce qu'au niveau de votre département, il y a des organes de coordination ou des contrôles, des préfectures ou des conseils régionaux? Il faut qu'on sache une seule chose. Tout d'abord, le ministère de la décentralisation, à mon sens, et je l'espère aussi à travers l'essence de toutes les personnes, c'est un département carrefour. C'est un département transversal. En partant de cette vision et de ce constat, nous on a mis en place tout d'abord une direction chargée de la décentralisation et déconcentration. Et cette direction, il y a des sous-directions qui sont chargées des régions et des agglomérations de Djibouti-Ville. Avec les différents ministères sectoriels aujourd'hui, la direction qui suit les investissements ou les travaux ou la politique qui compte mener dans la région, on cherche toujours à rapprocher en bonne intelligence les ministères sectoriels à travers ces directions de la décentralisation et de concentration. Par la suite, pourquoi on a fait les sous-directions de la décentralisation et de concentration? Certainement, pour le moment, on est limité un peu au niveau des moyennes
et de logistique pour vraiment intégralement, d'une façon aisée, jouer le rôle qu'on souhaite. Mais si on a fait ce sous-direction, ce n'est pas pour concurrencer dans la région les collectivités territoriales, en tant que ministère de la décentralisation, mais pour que nos sous-directions deviennent leurs bras techniques, pour qu'ils deviennent un vecteur de coordination, un vecteur accélérateur de coordination avec d'autres services déconcentrés. Pourquoi? Parce que d'autres services déconcentrés, ils disent, voilà, nos ministères de tutelle, c'est un ministère donné, on est plus ou moins pour telle mission. Même nos sous-directions, en fait, dans le souci que nous sommes un ministère dédié à ces fonctions de la décentralisation, un ministère qui doit coordonner la politique de la décentralisation, qui doit outiller les collectivités territoriales, nous nous sommes très animés par surtout de vouloir être à la disposition des conseils régionaux et de devenir leur bras technique pour les inciter ou les informer à temps. Très bien. Avant de conclure, une question quand même sur cette tournée que vous avez fait récemment. Il y a évidemment un certain nombre de problèmes qui ont été soulevés par la population. Vous avez été en contact avec les sages, on les disait tout à l'heure, les locales. Et maintenant, est-ce que à partir de ces contacts que vous avez eus, vous avez appris aussi des choses qui vont vous permettre justement de mettre en place et travailler selon, comme vous le disiez, selon la réalité socio-économique de ces régions? Oui, bien sûr. Déjà, avec un certain nombre d'efforts qu'on a déployés ces des années, depuis la mise en place de ces départements qui est dédié à ces travaux, qui est la décentralisation. Déjà, rien qu'avec certains exemples, quelques exemples que je vous avais cités dans le domaine social, éducatif, ou bien dans le domaine de la santé, cet rapprochement déjà les a encore commencé les a encouragés, si vous voulez. Et c'est que les gens des régions recommandent à ce que la décentralisation, il ne faut pas qu'elle soit une affaire d'un seul département. Ils veulent que tout le gouvernement accompagne cette réforme. Parce qu'ils ont compris que nous, plus on a le soutien de différents départements, qu'on peut rapprocher les services vers eux. Pourquoi? Parce que les services que nous, on souhaite les rapprocher, c'est des services qui sont souverains de nous. Ils ont leur ministère de tutelle. Si ce département a compris l'intérêt de cette politique et qu'elle ne voit pas comme une politique et comme une réforme qui est contradictoire à leur démarche, systématiquement, les choses avancent et on arrive à décrocher les propositions qu'on fait, ce rapprochement ou ce transfert de compétences dont on parle. Donc, la population même nous sommes un petit peu éveillés maintenant pour suivre. Et nous aussi, dans le domaine de la communication, comme c'est une réforme, il y a des terminologies propres pour le mieux faire comprendre. On a mis en place le lexique des termes de la décentralisation en français, en affaires en Somalie. Et il y a toutes les terminologies à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les bénéficiaires, 80% des bénéficiaires, c'est des locaux de cette réforme. Pour les attirer, pour les montrer que vraiment, ils sont à la fois acteurs et bénéficiaires de ce sujet. Et pour le reste aussi, pour toujours être à jour au niveau d'information avec les ministères sectoriels, on a mis le journal qui est intitulé La décentralisation. Et tous les efforts que le ministère fait avec des ministères sectoriels ou individuellement et bimensuels, on notifie, on mentionne, on publie sur ces magasins. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une tâche facile, c'est un domaine transversal, ça demande beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, beaucoup de moyens, moyens financiers, moyens législatifs. Donc vraiment, c'est un sujet
à la fois patient, mais aussi il faut que tu t'attends à des contraintes, à des obstacles, tantôt des obstacles que tu trouves, que tu reçois par ignorance des usagers donnés, tantôt c'est volontaire, mais ça demande, voilà, en tout cas, la décentralisation, en résumé, je peux te dire, à des affaires, à des comportements, à de l'humain, à des cultures. En conclusion, mon département ne va pas baisser les bras, ne serait-ce qu'on n'arrive pas, durant nos mandats, à installer entièrement la décentralisation, mais on espère laisser quelques traces pour d'autres personnes qui vont nous précéder. Voilà. Merci. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est donc à la fin de Complément d'info. Très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.